Bonjour à tous, chers participants. Je me présente, Alexia Barbier, je suis conseillère en développement des marchés internationaux à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire de la série sur la route de l'internationalisation, qui porte aujourd'hui sur l'Ouest canadien, des occasions d'affaires à saisir dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et des infrastructures. Permettez-moi tout d'abord de remercier nos partenaires qui ont rendu cet événement possible, en commençant par Investissement Québec International, ainsi que Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour observer les outils dont vous disposez. Si vous avez des questions à poser, veuillez les écrire via la boîte questions-réponses située au bas de votre écran au centre et nous allons y répondre durant la période de questions. Il y a aussi un sondage en cours que nous vous invitons à remplir afin de nous aider à veiller à l'atteinte de nos objectifs internes. Ce webinaire sera modéré par mes collègues d'Investissement Québec International et du Bureau du Québec à Calgary, Pablo Martinez, conseiller spécialisé exportation, ainsi que Julie Fafard, attachée commerciale du Bureau du Québec à Calgary. C'est à vous. Pablo, je vous laisse prendre la parole. Merci Alexia. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le temps d'être aujourd'hui avec nous pour ce webinaire sur l'exportation, en fait le commerce interprovincial. Je suis Pablo Martinez, conseiller spécialisé à l'exportation pour les secteurs énergie et environnement pour le marché canadien. Donc, j'ai une petite présentation pour vous qui va durer à peu près une dizaine de minutes sur notre offre d'accompagnement pour le marché, pour les spécialisés à l'exportation. Excusez-moi, je vais partager mon écran en ce moment. Donc, voilà. Donc, ce sont mes coordonnées. On va partager avec vous ce diaporama à la fin de la présentation au plus tard demain. Juste pour vous dire que je suis votre point de contact pour le marché canadien, pour l'énergie et l'environnement. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des dossiers à traiter à la suite de cette présentation. Donc, quel est notre rôle chez Investissement Québec International pour l'exportation? Nous avons deux rôles principaux. On peut vous aider, en fait, vous pouvez nous utiliser comme guichet unique pour naviguer dans l'écosystème d'accompagnement à l'exportation chez Investissement Québec et aussi chez nos partenaires des ORPEX. Le deuxième rôle, c'est que nous pouvons vous supporter pour exécuter votre plan d'exportation dans les marchés cibles. Nos services à l'exportation, donc on en a plus de 100 experts dédiés à l'exportation chez Investissement Québec International, avec des bureaux à Montréal, à Calgary, à Montréal et à Québec pour le soutien ici au Québec, et dans nos bureaux du Québec au Canada et à l'étranger. Nous avons 33 représentations du Québec à l'étranger et 3 représentations dans le reste du Canada. Il faut comprendre que pour nous, l'exportation commence dès qu'on franchit la frontière du Québec. Donc, le commerce interprovincial compte pour l'exportation chez nous. Notre soutien au développement des marchés est au bénéfice des entreprises. On peut aider à se familiariser pour mieux connaître les marchés, pour se familiariser avec la culture d'affaires, pour la création de réseaux dans les marchés cibles, donc la diversification de la clientèle, et aussi pour établir un réseau d'affaires mondiales et performant avec nos attachés commerciaux à l'international et au Canada. Ça, c'est une diapositive qui vous montre l'écosystème d'accompagnement d'Investissement Québec International pour l'exportation. Donc, nous, on se positionne chez Investissement Québec International comme un guichet unique pour vous aider à naviguer dans cet écosystème de soutien. Cet écosystème qui inclut nos collègues du réseau régional qui vont vous accompagner à structurer votre entreprise, votre organisation pour se préparer à l'exportation, justement avec des programmes, avec du soutien, par exemple, pour tout ce qui est transformation numérique, pour tout ce qui est automatisation. Donc, ça, c'est très utile en ce moment de pénurie de main-d'œuvre, par exemple, avec les ORPEX qui vont donner un soutien pour tout ce qui est sensibilisation, formation, préparation et soutien à l'exportation, et principalement pour vous aider à préparer votre plan d'exportation avec nos collègues du CRIC, du Centre de recherche industrielle du Québec, qui vous aide à la mise en marché des produits innovants et exportables, donc qui vous aide aussi avec tout ce qui est certification, normalisation, en fait, pour que vos produits soient prêts
à être prêts à être exportés et aux standards des marchés cibles. Et nous, chez Investissement Québec International, pour vous aider dans l'exécution de votre plan d'affaires à l'exportation, dans votre plan d'exportation, en collaboration avec nos attachés commerciaux et les représentations du Québec au Canada et à l'étranger. Notre clientèle, ce sont les PME et les grandes entreprises, tant des manufacturiers, des grossistes à valeur ajoutée que des compagnies de services, dans tous les secteurs d'activité, à l'exception du bioalimentaire, de la première transformation et des biens culturels, qui ont un projet de développement des marchés hors Québec et qui sont prêts à exporter, donc qui ont franchi toutes les étapes de préparation et sont déjà prêts pour s'attaquer aux marchés internationaux et aux marchés canadiens. Une fois que les entreprises sont prêtes, comment on peut aider avec des conseils sur les occasions d'affaires, la culture et les pratiques d'affaires, la concurrence et les stratégies d'entrée dans les différents marchés, avec de l'aiguillage, du financement de projets, la validation de la conformité de produits, les exigences normatives et de commercialisation à l'international, et finalement avec de l'appui, du repérage de clients et des partenaires potentiels, la planification de rencontres d'affaires et le soutien à l'implantation commerciale. Comme je vous disais, on a une très grande présence internationale. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de ce qui se passe au Canada. Donc, au Canada, nous avons des attachés commerciaux et des représentations à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Ottawa, à Moncton et à Halifax. Donc, ça, on couvre très bien le Canada. On peut vous aider à développer des marchés partout, comme on dit au hockey, d'un Atlantique à l'autre. Comment on vous accompagne, soit avec des suivis des projets individuels, donc de l'accompagnement individuel dans le territoire visé, ou avec des accompagnements de groupe, des webinaires sur les marchés, des accueils d'acheteurs et des missions commerciales, incluant des missions commerciales virtuelles. Donc ça, c'est en résumé tout ce que nous pouvons faire pour des projets d'exportation. Évidemment, s'il y a des questions, on peut les mettre dans le chat en ce moment, ou bien je vous inviterai à prendre contact avec moi à la suite de ce webinaire. Pour l'instant, ce que je voudrais faire, c'est peut-être introduire ma collègue Julie Fafard. Julie Fafard, qui est notre attachée commerciale à Calgary pour le bureau du Québec à Toronto, mais basée dans l'Ouest, qui traite des dossiers d'énergie, d'environnement dans l'Ouest canadien. Julie est établie à Calgary depuis plus de 15 ans. C'est une professionnelle du développement économique dans l'Ouest canadien. Elle travaille dans des dossiers d'accompagnement des entreprises depuis plus de 10 ans. Donc, bonjour Julie, la parole est à toi. On a un petit problème technique. Veuillez nous excuser, il semble que Julie a été déconnectée. On va s'assurer de rétablir la situation. Ça ne sera pas très long.
Bonjour tout le monde. Désolé, on a un petit pépin technique. Julie a malheureusement été déconnectée pour des raisons qu'on ne peut s'expliquer. Alors, je vais prendre rapidement le relais. Alexia, si ça te convient. Bon, Daniel Paquette, puis j'étais prévu pour la portion questions-réponses. Alors, je suis un peu familier avec le contenu. Bon, Daniel Paquette, directeur des services économiques au bureau à l'antenne du Québec à Vancouver. Content de pouvoir vous parler aujourd'hui. Alors, je vais faire la présentation de Julie, considérant est-ce qu'elle est revenue? Oui, il me semble que Julie est de retour parmi nous. Ça fait partie des aléas des webinaires, malheureusement. En tout cas, merci Daniel de vous être Il n'y a pas de mal. Je vais laisser Julie continuer à ce moment-là. Avec plaisir. À plus tard pour votre intervention. Merci beaucoup, Daniel Paquette, notre directeur basé à Vancouver. Donc oui, pour des soucis techniques, j'ai dû redémarrer et me revoilà avec vous. Alors, la connexion semble bien là. Alors, il me fait plaisir de vous parler en direct de Calgary. Alors, je suis nouvellement attachée commerciale au bureau du Québec à Toronto, mais à l'antenne de Calgary. Et pour bien mettre la table, on va passer à la première diapo. Aujourd'hui, on veut vous donner l'importance des marchés publics et comment faire des affaires pour prendre votre essor dans le Canada, notamment dans l'ouest du pays. Alors, pour commencer, je vais vous parler de l'accord de libre-échange canadien qui demeure un outil très important puisqu'il a été signé par tous les gouvernements au Canada, incluant le fédéral, en juillet 2017. Il a une portée très large, cet accord de libre-échange, communément appelé ALEC, puisqu'il couvre tous les secteurs de l'économie qui sont visés par des règles couvrant le commerce des biens, des services, les investissements et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada. Alors, ça fait en sorte que les investisseurs canadiens bénéficient de traitements aussi favorables, parfois meilleurs, pour les marchés publics qui sont offerts aux intérêts étrangers. Alors, ce sont des droits d'entrée et de sortie pour tous les biens. Des procédures de règlement aussi, des différends qui peuvent se faire et qui sont accessibles au gouvernement, aux entreprises et aux individus, si toutefois cela s'appliquait. Et les règles s'inspirent de celles prévues par les accords de commerce internationaux, mais bien entendu, elles sont adaptées au contexte domestique. Donc, on peut dire que c'est un marché canadien ouvert, stable et performant. Voici dans les principaux bénéfices de l'ALEC, le meilleur accès au marché public. Alors, vous voyez que l'ALEC est très avantageux. C'est un tableau pour vous démontrer que les seuils qui sont présentés sont les plus bas. Et donc, ça vous donne l'opportunité de soumissionner sur un plus grand nombre de contrats publics et aussi augmenter votre volume d'affaires partout au pays. La prochaine pour la suite, dans les marchés publics, alors pour consulter les appels d'offres au pays dans les contrats publics et privés, le fameux site, c'est MERX, le plus connu, et vous pouvez faire par catégorie une recherche pour les grandes villes. Pour l'ALEC, sur son site, vous allez retrouver l'onglet Marché public, faire affaire. Et d'ici 2 ans, tous les appels d'offres devraient être publiés sur un portail unique. C'est un engagement du gouvernement fédéral. En deuxième bénéfice, deuxième avantage, c'est la pleine mobilité de la main-d'œuvre, si toutefois ça s'applique à vous d'avoir à travailler dans d'autres provinces. Alors, c'est un permis sur permis qui donne accès à toutes les professions et tous les métiers réglementés, et ce, applicable partout au pays. Dans la suite de l'ALEC, alors il y a un nouveau forum qui a été créé, soit la table de conciliation et de coopération en matière de réglementation, communément appelée TCCR, qui a pour mandat d'aplanir les différences et les chevauchements à la circulation des biens, des services, des investissements et des personnes, des travailleurs au Canada, par la voie de la conciliation de mesures existantes et de la coopération pour l'élaboration de mesures futures. Donc, tout ça s'attaque aux irritants commerciaux. Et dans son plan de travail annuel, cette table travaille en créant une liste de mesures. Entre autres, à ce jour, 11 accords de conciliation réglementaire ont été conclus sous l'égide de la TCCR. Alors, les plaintes reçues
seront adressés directement à la direction de la politique commerciale et pour signaler un irritant ou une barrière du commerce interprovincial, on vous invite à visiter la section du site Web du ministère de l'Économie et de l'Innovation avec l'onglet « Se conformer ». Maintenant, pour vous donner un aperçu des différentes juridictions et pour savoir comment ça se passe sur le terrain, j'ai pensé vous donner un échantillon dans les technologies propres, notamment, ce qui nous intéresse, cette filière en émergence, avec quelques mesures qui sont proposées, donc venant du fédéral. Donc, c'est une mesure existante dans le plan de la relance COVID et donc, on parle d'un budget de 17 milliards de dollars, dont 5 milliards sur 7 ans pour la diminution d'émissions de gaz à effet de serre, notamment pour les industries lourdes, l'acier et le ciment, un crédit d'impôt pour encourager l'utilisation de technologies de séquestration de CO2 dans l'électrification des transports et la rénovation écologique via la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Alors, les élections ayant eu lieu, ça ne devrait pas beaucoup changer. Pour ce qui est maintenant, puisqu'on arrive dans l'Ouest canadien, nous couvrons les secteurs, c'est-à-dire les provinces de la Saskatchewan jusqu'à la Colombie-Britannique, en passant par les territoires. On va commencer avec cette province. Donc, pour mettre un peu la table, la province conteste toujours la loi fédérale pour la tarification carbone. Sa dernière stratégie gouvernementale portant sur les changements climatiques date elle remonte à 2017. Alors, beaucoup d'actions, mais peu d'investissements dans la province. Et les priorités pour la Saskatchewan demeurent l'exploitation de ressources naturelles avec un objectif de croissance de 25 % de la production pétrolière, des opportunités pour les technologies dans le pétrole et le gaz, comme la séquestration de carbone, et surtout la réhabilitation de puits abandonnés et la remise en service de puits inactifs. On parle de 400 millions provenant du fédéral. Des secteurs qui demeurent importants, l'agriculture et l'irrigation et bien entendu les changements climatiques, comme vous pouvez le voir, ça arrive au 27e objectif sur les 30 présentés dans le plan de croissance de la décennie. Donc, il y a du travail de ce côté. Pour l'Alberta, alors, on veut toujours diversifier l'argent public avec une relance de l'économie, mais on ne se cache pas que bien avant la pandémie, il y avait déjà, l'économie souffrait déjà. Alors, les secteurs énergétiques demeurent prépondérants et l'amélioration des infrastructures existantes dans les pipelines, la pétrochimie, la séquestration de CO2. On parle de 319 millions sur 7 ans à Ressources naturelles Canada pour développer de la technologie économiquement viable. Donc, on encourage beaucoup le développement des technologies vertes. Il y a un pôle sur Edmonton pour l'hydrogène, un investissement d'1 milliard de dollars en Alberta pour les puits orphelins, pour la réhabilitation de sites en particulier. On parle de plus de 190 000 sites. Et donc, l'Alberta veut se positionner comme un marché d'application de nouvelles technologies. Et à ce titre, demain, à Calgary, il y aura l'ouverture du Centre de transition énergétique qui est en fait un partenariat avec l'Université de Calgary qui fait appel à quelques startups qui viendront travailler ensemble pour aider à décarboniser et à mettre de l'avant des technologies propres. Alors, c'est une belle entité à suivre en Alberta. Du côté maintenant de la Colombie-Britannique, alors pour aussi parler de faits, on le sait que 35 % des entreprises canadiennes en technologie propre sont basées en Colombie-Britannique. Les citoyens adhèrent déjà au fondement du concept de développement durable. Donc, on peut dire que la classe politique peut se permettre d'être bien ambitieuse. Et à ce titre, cette semaine, il y avait une nouvelle annonce du gouvernement de la Colombie-Britannique avec un plan d'électrification sur 5 ans afin de réduire le recours aux énergies fossiles dans la province. C'est un investissement de 260 millions sur les 5 ans. Alors,
Priorité Colombie-Britannique, les bâtiments verts, nouveaux standards pour des bâtiments neufs, des investissements pour les rénovations via le programme Clean BC avec 500 millions de dollars. Ils offrent des incitatifs pour la rénovation écologique résidentielle, entre autres. Réduction de la pollution industrielle. Donc, on s'attaque à la qualité de l'air, à la séquestration de carbone, à l'électrification d'opérations industrielles et à des carburants alternatifs. Dans les transports, également un fonds de 7,6 milliards pour le secteur des transports qui a été débloqué et la réduction d'émissions de GES de sources de matières résiduelles, recyclage, réduction, réutilisation. Voilà, maintenant, on se dirige avec les territoires du Yukon, du territoire du Nord-Ouest et du Nunavut. Alors, la prépondérance va rester les secteurs miniers et l'exploitation d'hydrocarbures dans ces trois territoires. Le grand enjeu, c'est la qualité de l'infrastructure de l'eau potable et usée. C'est ce qui est à retenir pour les territoires. Par exemple, le Nunavut a des problèmes d'approvisionnement en eau potable à Iqaluit. Aussi, quelques observations de terrain. Pour ce qui est des projets, bien, et tout ce qui est en appel d'offres, c'est certain que vous avez un bel accès avec les administrations, les gouvernements qui mettent à disposition beaucoup de financement. Il n'y a pas toujours la main-d'œuvre disponible dans ces provinces et territoires. Alors, il y a définitivement de la place. Et le Canada est reconnu pour la réalisation de projets en partenariat public-privé. Alors, on sait que c'est un bon mode d'attribution et de transparence dans les offres de contrats. Donc, comme je disais, il y a beaucoup d'argent pour la réalisation. Vous avez le choix des projets sur lesquels soumissionner et les administrations sont de bons acheteurs. Pour vous donner aussi quelques pistes pour vous aider à aller chercher de l'information et à connaître davantage les associations en technologie propre. Ce sont quelques exemples dans nos provinces. Il y a le Canada Clean Tech Alliance, le BC Clean Tech également. En Alberta, son pendant, c'est Actia. En Saskatchewan également, il y a une association. J'ai parlé de l'ouverture du Centre de transition énergétique à Calgary, cette nouvelle initiative qui prendra place dès demain, 1er octobre, et des associations quand même dans les hydrocarbures qui veulent aussi penser et qui travaillent dans ce mode de transition. Alors, pour ne nommer que PITAC, Alliance canadienne des technologies pétrolifères, COSIA, l'Alliance canadienne d'innovation dans les sables bitumineux, et PISAC, Association des services pétrolifères du Canada. Pour vous aider d'ailleurs aussi dans certains partenariats que vous pourriez faire ou à la recherche de financement, vous pouvez quand même garder un œil sur ce qui se fait dans la francophonie canadienne. Donc, on peut penser à la FCM avec la Fédération canadienne des municipalités et son fonds vert. Également avec REDE Canada, qui est le réseau de développement d'économie et d'employabilité, et qui, avec un grand pilier, met l'emphase sur le développement durable. Plusieurs initiatives, des fonds, des partenariats à aller chercher, et ce, avec des entrepreneurs francophones vivant en minorité, en situation minoritaire, à l'extérieur du Québec, bien entendu. Et bien souvent, ces entités-là sur place peuvent vous aider dans la recherche du personnel francophone et bilingue que vous auriez besoin. Un nouveau joueur, le CRIN, pour le Clean Resource Innovation Network, c'est assez récent, ça fait 2 ans que ça existe. C'est un fonds alloué par le fédéral et cette association va allouer des fonds, donner des subventions à des projets innovants aux entreprises qui veulent présenter leurs projets et y devenir membres. Dans les associations et partenaires au Québec, on rappelle les ORPEX que vous sans doute connaissez déjà par Accélère, Écotech Québec, Propulsion Québec, l'Association de l'industrie électrique du Québec, l'hydrogène du Québec et Innover, pour ne nommer que celle-là. Et pour terminer, la dernière diapo, je vous laisse avec les sites web des marchés publics pour les provinces de l'Ouest et des territoires, de façon à avoir accès aux différentes possibilités.
aux appels d'offres, à des contrats possibles pour vous. Et bien entendu, sur ces sites, vous pouvez vous générer des alertes pour les contrats qui se publient dans la semaine selon vos intérêts et ce que vous recherchez. Alors voilà, ça prend fin. Je cède la parole à Alexia. Merci Julie. Merci également Pablo pour ce partage enrichissant et ces précieuses informations. On va à présent continuer avec le témoignage d'une entreprise. Donc, laissez-moi vous présenter donc le retour justement d'expérience d'une entreprise québécoise qui a su s'établir et prospérer dans l'Ouest canadien. Je vais donc vous présenter notre conférencier, Martin Boulet, président de Ganex et du groupe Omega. Diplômé en génie électrique de l'Université de Laval, il est aussi titulaire d'une maîtrise en gestion de projet de l'Université de Rimouski et d'un MBA de l'Université de Moncton. Martin possède plus de 20 ans d'expérience dans la réalisation de projets en automatisation et contrôle, et il a fondé le département d'automatisation et d'informatique industrielle à son arrivée au sein du groupe Omega en 2006, avant d'en devenir le président en 2015. Merci Martin pour votre présence aujourd'hui, puis je vous laisse la parole. Merci Alexia. Merci tout le monde. Un petit souci, je voulais m'assurer que la présentation était bien partagée. Merci beaucoup tout le monde, ça me fait plaisir d'être là. Mon nom est Martin Boulet, je suis le président et directeur général de Ganex. J'ai accepté avec intérêt et enthousiasme la proposition d'Investissement Québec d'être ici sur le panel avec eux pour vous partager mon expérience puis celle de Ganex dans l'Ouest canadien. Sans plus tarder, Ganex, en fait, on offre des solutions principalement basées dans le domaine des services en automatisation et en informatique industrielle. On offre 4 principaux types de services, soit ceux des communément appelés les TIC, les technologies de l'information et des communications. On offre aussi des services dans les technologies des opérations, dans l'automatisation et le contrôle. Le troisième type de service, c'est celui de la cybersécurité et de la conformité. Tout ce qui est autour des standards par rapport à la cybersécurité, par rapport à la gestion des accès dans les réseaux industriels ou de production d'énergie. Puis, le quatrième service, celui qu'on est aussi très fiers, c'est un service indépendant de supervision et de contrôle 24/7. Il y a quelqu'un dans nos bureaux 365 jours par année, 24 heures sur 24, pour contrôler les actifs et superviser les actifs de nos clients. Nos principaux clients sont les producteurs d'énergie renouvelable, les producteurs d'énergie solaire et éolien. Puis, on a aussi des activités dans le domaine de l'eau potable et des eaux usées. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, Ganex offre des services à tous les paliers environ, à tous les paliers où on peut retrouver du traitement de données. Si on prend l'exemple de l'énergie éolienne, par exemple, sur un parc éolien, on vient intervenir à chaque endroit où il y a de la captation ou du contrôle de données. Puis, on s'assure que la transmission est bonne, l'enregistrement est bon, puis que les différentes parties prenantes ont accès. Comme par exemple, dans une éolienne, dépendamment du type de manufacturier, on a entre 100 et 500 données qui sont échantillonnées à chaque seconde, qui appliquent la supervision ou du contrôle. Puis, nous, on peut intervenir, que ce soit d'installer des systèmes de contrôle pour contrôler des nouveaux systèmes de dégivrage des pales, par exemple. On vient aussi s'assurer que le réseau de fibre optique ou de communication sans fil est fiable et robuste. Puis, on s'assure aussi, par rapport au mot météo, que la calibration de la production soit selon les normes, puis bien synchronisée, bien calibrée pour la mesure de l'électricité livrée. Puis ensuite, dans la centrale, communément appelée la sous-station, que nos écrans, nos systèmes de contrôle sont faciles d'utilisables, sont disponibles pour nos clients. Puis, en bout de ligne, on vient installer des firewalls, des gardes-barrières pour venir protéger l'actif de nos clients, s'assurer que c'est cybersécuritaire, puis que les différentes parties prenantes peuvent avoir accès à distance de leur bureau, des sièges sociaux ou des centres de contrôle qui viennent s'assurer de la production 365 jours, 7 jours, 24 heures sur 24. Faire un brin d'histoire, en fait,
Ganex, en fait, on est dans la 40e année d'existence de la compagnie de laquelle Ganex est venu au monde. Ganex est un scinement, provient d'un scinement d'une autre de mes entreprises qui s'appelle le Groupe Omega. En 1982, le Groupe Omega a été fondé à la base avec des services d'électricité et de mécanique. Je saute des étapes, mais si je vous fais des grandes lignes, on a eu la chance d'être impliqué dans le traitement des eaux potables et eaux usées dans le milieu des années 90. Et avec l'expertise qu'on a développée dans le domaine de la télémétrie pour ces actifs-là, on a eu la chance de prendre une bonne partie du marché du traitement et de la campagne de mesures de vent au Québec, là, par le ministère des Ressources naturelles à l'époque. On a développé un produit, là, puis un système de télémétrie. On était une des premières entreprises à exporter notre produit à l'époque, qui était des tours météorologiques. On a exporté notre produit dans plus de 32 pays. Puis, cette division-là a été vendue en 2007 pour nous concentrer sur les services d'automatisation et d'informatique industrielle. On a été impliqué dans plus de 37 projets au Québec entre 2006 et 2016. Puis, à partir de cette époque-là, en 2015, on a ouvert un centre de contrôle. Puis, ça nous amène à parler du projet d'exportation. En 2018, on a ouvert nos 2 points de service, celui de Kanata en Ontario, tout près d'Ottawa, et celui de Calgary en Alberta. Cette année, on a appliqué le scinement qui a mis au monde Ganex. Le département d'automatisation et d'informatique industrielle du groupe Omega est maintenant une entité indépendante qui s'appelle Ganex. Puis on est très fiers d'ouvrir notre bureau dans les prochaines semaines. On retourne sur le terrain, moi et mon collègue Bruno Séguin qui est sur l'appel. On retourne sur le terrain dans les prochains jours pour aller ouvrir notre succursale, notre nouveau point de service de Chicago en Illinois. Notre vision chez Ganex est d'être la référence canadienne dans notre secteur, de croître au rythme de l'industrie, puis de faire une entrée nichée dans le secteur dans le marché des États-Unis. En fait, notre plan stratégique est organisé en 3 différents axes, soit celui de ce qu'on appelle communément l'ONM, l'opération et la maintenance spécialisée dans notre domaine d'activité, l'automatisation et l'informatique industrielle. Le deuxième axe, c'est celui des services et des contrats de maintenance de longue durée, c'est-à-dire de mettre en place un plan sur plusieurs années avec nos clients pour qu'on prenne la maintenance en charge et qu'on s'assure que ces actifs vont être là pour toute la durée de son contrat de livraison d'énergie. Puis le troisième axe de notre plan stratégique est d'accroître notre présence jour 1 dans les projets de nos clients, c'est-à-dire à l'implantation de la nouvelle construction d'un parc éolien. Le gros vecteur de notre croissance est dans l'opération et maintenance, je me répète, mais on veut être là jour 1 avec nos clients pour la construction de leurs actifs. Concrètement, notre projet d'exportation, tout à l'heure, j'ai parlé de notre expérience dans l'exportation de notre produit de tour météorologique avant 2007, mais avec nos services chez Ganex, concrètement, le projet d'exportation a pris forme en 2016. En 2016, je vous mets en contexte par rapport à la situation de Ganex. Nos revenus à l'époque étaient de 85 en énergie éolienne. On avait aussi 15 de nos activités qui étaient dans le domaine des traitements des eaux et du domaine industriel. Côté géographique, nos activités étaient, pour la première année, on avait des exportations pour le domaine de l'informatique industrielle et de l'automatisation. On était dans l'Ouest canadien pour 7 de nos activités. 93 en 2016 étaient au Québec à ce moment-là. Qu'est-ce qui nous a poussé à regarder très attentivement l'exportation et principalement l'objectif de l'Ouest canadien? Le premier enjeu, c'était la consolidation de l'expertise et des emplois qu'on avait créés ici au Québec. Je n'ai parlé tout à l'heure, on a eu la chance d'être impliqué dans plus de 37 projets en 2006 et 2016 au Québec. En 2016 précisément, ça nous a emmené à plus de 6 projets par année. Mais avec les plans qu'il y avait dans les cartons au Québec à l'époque, à partir de 2017 jusqu'à maintenant, 2021, on avait moins
on avait moins de 1 projet par année de nouvelle construction. On continuait à faire la maintenance des projets en place, mais dans la nouvelle construction, on tombait de plus de 6 projets par année à moins d'1 projet. Une des opportunités qu'on avait devant nous, qu'on a regardé pour consolider ces emplois et consolider notre expertise, c'était l'opportunité du marché de l'Alberta et de la Saskatchewan, principalement celui de l'Alberta. En 2018, le Renewable Electricity Act visait une pénétration du marché de l'énergie renouvelable pour 30% de la consommation d'énergie en Alberta de 2018 à 2030, ce qui amenait à avoir une offre d'énergie renouvelable de plus de 5000 mégawatts en Alberta. Ce qu'on voyait comme une très grande opportunité, si on sait que nous, ce qui nous a fait croître, c'est un peu plus de 4000 mégawatts, 4 gigawatts au Québec. Il y avait une grande opportunité là, pour l'Alberta. Les défis qui se pointaient devant nous, la connaissance technique des réseaux électriques et de l'énergie solaire. On avait une bonne connaissance ici avec les réseaux électriques et Hydro-Québec, mais celui de l'Alberta est un marché différent. C'est un bon défi pour nous. Une compétition quand même assez bien établie. On n'était pas les seuls à regarder l'Alberta. Il y avait certains joueurs de la compétition qui provenaient des États-Unis, certains autres qui pendant que nous, on s'était concentrés sur notre croissance au Québec, certains autres avaient bâti une expertise en Ontario. En Ontario avait fait une bonne poussée dans l'énergie renouvelable aussi avant 2016. Il y avait une compétition quand même assez bien établie. Et comme tout projet d'exportation, la représentation, les ventes, la nouvelle clientèle, partir de zéro pour des locaux, pour le recrutement. Quand on a tout mis ça ensemble, une des plus grosses barrières qu'on a su transformer en opportunité 5 ans plus tard, c'était la proportion d'énergie solaire dans notre portfolio. Nous, l'expertise qu'on avait bâtie était en énergie éolienne, mais les mêmes clients, les clients qu'on démarchait, regardaient, eux, beaucoup de projets d'énergie solaire dans leur portfolio, ce qui nous devenait, là, ce qui était quand même une barrière technique et technologique pour nous, qu'on a su transformer en opportunité. Concrètement, avec Investissement Québec, c'est la raison que je suis ici sur le panel, pour présenter comment on a su s'y prendre. Pendant qu'on se concentrait sur nos solutions technologiques, nos solutions de services par rapport aux nouveaux marchés et aux défis, avec Investissement Québec, on a travaillé fort et à l'époque, le Export Québec, le bureau de Calgary, on a travaillé fort pour établir des contacts, établir des réseautages. Ma première mission à l'époque, en 2015, j'ai fait une mission avec Export Québec, une semaine complète à aller visiter des entreprises à Edmonton et à Calgary. Par la suite, on a établi des contacts avec Calgary Economical Development, certaines associations et d'autres entreprises qui exportaient et qui avaient d'autres expériences à partager avec nous. On a fait, entre 2017 et 2018, j'ai fait plus de 12 visites sur le terrain, moi et mes collègues, pour aller faire des missions commerciales, rencontrer des partenaires, rencontrer des différentes parties prenantes là, dans le domaine de l'énergie renouvelable. Des visites B2B aussi, des missions commerciales avec des rencontres bien ciblées avec d'autres organisations. Puis, les délégués commerciaux, comme l'équipe de Pablo qui sont ici avec nous et Julie, les délégués commerciaux, pardon, sont autant du côté canadien qu'américain, parce qu'on regarde aussi le marché américain, ont été d'un grand aide, autant pour faire des recherches, des veilles sur la compétition, l'intelligence de marché, les programmes qui étaient devant nous, le vécu de l'Ontario, parce que l'Ontario avait une bonne expertise en énergie solaire, comme je disais tout à l'heure. Les délégués commerciaux ont joué un rôle clé dans notre développement du marché de l'exportation. Puis, un autre aspect qui n'est pas négligé, c'est l'apport d'Investissement Québec par rapport à l'aspect financier. Il y a de nombreux programmes, Julie les présentait tout à l'heure et Pablo, il y a de nombreux programmes d'aide non remboursable. Le PEX, par exemple, le PME en action, le FER. Et puis récemment, Ganex, on a bénéficié d'un financement important pour notre croissance des 3 prochaines années. C'est un aide qui a été signé cet été. On en est très fiers. Investissement Québec a joué un rôle clé dans la croissance qu'on continue de faire.
Concrètement, les résultats que le projet d'exportation qu'on a mis en œuvre en 2018, ou plutôt en 2017, le bureau a pris forme en 2018. 5 ans plus tard, comme je vous présentais tout à l'heure, nos activités, on avait 93 % de nos activités qui étaient au Québec et seulement 7 % pour la première année d'ailleurs en 2016, 7 % dans l'Ouest canadien. On est très fiers de dire que 5 ans plus tard, en plus d'avoir une croissance de nos activités, Ganex a eu une forte croissance. En plus d'avoir une croissance, notre portfolio de nos activités, on est maintenant à plus de 53 % dans l'Ouest canadien de nos activités et plus de 70 % hors Québec. C'est une très grande fierté pour nous, 5 ans plus tard, après avoir mis en place notre projet exportation, de constater la réussite de notre projet. Du côté secteur d'activité, on partait en 2016 avec 85 % de nos activités en énergie éolienne et 15 % dans le traitement des eaux et dans le domaine industriel. 5 ans plus tard, après avoir vu notre opportunité dans l'énergie solaire et dans l'énergie éolienne dans l'Ouest canadien, on a maintenant un portfolio de 43 % en énergie éolienne, 36 % en énergie solaire. On se considère, puis on est très fiers d'être un des leaders dans l'énergie solaire au Canada. Et 13 % en traitement des eaux et 8 % dans le domaine industriel. Ça conclut ce que je voulais vous présenter par rapport à l'expertise de Ganex. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on continue de vivre. On est très fiers de croître au même rythme que l'industrie de l'énergie renouvelable. Puis, en quittant, je vous présente un petit vidéo là, pour vous montrer Ganex en quelques images. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Martin. Merci Martin. Merci à tous pour ce très beau partage. Et puis, je ne doute pas que ce partage justement d'informations permettra à nos participants de se faire une meilleure idée sur comment s'établir dans l'Ouest canadien, dans le secteur justement des énergies, quelles sont les questions à se poser. Et merci encore pour votre disponibilité afin de pouvoir justement répondre aux questions. On va d'ailleurs passer à la période de questions à présent. Donc, je vais redonner la parole à Pablo et à Daniel afin de modérer cette période de questions. Chers participants, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à poser vos questions dans la box de Q&A à cet effet. Pablo, Daniel, la parole est à vous. Merci beaucoup, Alexia. Merci, Martin, pour ce témoignage. C'est vraiment très impressionnant ce que vous avez fait
dans l'Ouest canadien. Est-ce que vous vous apprêtez aussi à faire aux États-Unis? Donc, on a hâte de vous accompagner aussi dans ce terrain, dans ce territoire. Moi, j'aimerais prendre des questions du public en ce moment. Il y en a une qui est sur le New West Partner Trade Agreement. Donc, que penser du NWPTA qui restreint les possibilités de soumissionner sur des contrats publics? Donc, je ne sais pas, Daniel, est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu sur cet élément-là? Oui, tout à fait. En fait, la variable majeure par rapport au New West Partnership Trade Agreement, c'est par rapport au seuil, par rapport au marché public. Par exemple, si on regarde par rapport aux achats de biens faits par les ministères ou organismes provinciaux, les seuils dans la LEC sont de, si ma mémoire est bonne, 26 000 ou 26 400. Et les seuils dans le cadre du New West Partnership sont de 10 000. Alors, tous les contrats, dans le fond, entre 10 000 et 26 000, c'est essentiellement l'exclusivité d'entreprises qui font partie de ces juridictions signataires du New West Agreement. Alors, si ça dépasse 26 400, alors ils sont obligés, dans le cadre de la LEC, de l'ouvrir à toutes les entreprises canadiennes. Alors, c'est essentiellement là-dessus. Ceci dit, par rapport au marché public en général, si une entité gouvernementale a un appel d'offres à faire, elle va établir le seuil en fonction du prix raisonnable qu'elle croit obtenir comme soumission. Parce que si, par exemple, dans le cadre de la LEC, bon, un ministère qui veut faire une acquisition de biens, le seuil est de 26 400 $. Mais si le ministère a des bonnes raisons de penser que le montant serait au-delà de 26 400, il est obligé de mettre dans son appel d'offres que l'appel d'offres est ouvert à toutes les entreprises canadiennes. S'il a des raisons raisonnables de penser que le montant risque d'être moins élevé que ça, à ce moment-là, il peut restreindre un peu plus le type de soumissionnaire qui pourrait se présenter. Excellent. Merci, Daniel, pour cette précision. Parce que si Martin est encore en ligne, je pense qu'il est. Je voudrais savoir, Martin, si dans le cas, vous, pour vos développements d'affaires, justement, quand vous commenciez à sortir du Québec, à explorer le marché de l'Alberta particulièrement, est-ce que vous avez eu des nuisances par rapport à cet élément-là du New West Partnership Trade Agreement, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport à ça? Non, ben nous, dans notre cas, en fait, on est dans le domaine privé, on n'est pas dans des appels d'offres publics pour l'instant. Dans le traitement des eaux, on l'est, mais on n'exporte pas ce service-là. Présentement, dans l'Ouest canadien, on est dans l'énergie solaire et éolienne avec des propriétaires privés ou des organisations. Fait que non, pour répondre à ta question, Pablo, on n'a pas eu mais le fait que nos travailleurs peuvent se déplacer, puis qu'on a une libre, qu'on est libre d'exercer notre profession, c'est parfait, mais on n'a pas eu de barrière par rapport à ça. Non, mais... Donc, le fait justement qu'il y ait une liberté de circulation pour vos employés, vos techniciens, vos spécialistes, ça, c'est quelque chose qui est bon pour l'instant, là, qui facilite les tâches. Et c'est ça que je me demandais à un moment donné. Vous êtes dans le domaine informatique, vous êtes quand même bien établi en Gaspésie. Et avec les infrastructures que vous avez, vous pouvez quand même opérer à distance. Moi, j'avais une question qui s'adressait à toi. En fait, pourquoi ouvrir un bureau à Calgary à ce moment-là? Quel était le bénéfice d'avoir des installations des techniciens dans l'Ouest? Ben, la première des choses, le bureau a aussi une fonction de vente, une fonction de représentation d'account management avec nos clients. La première des choses pour vendre nos services, d'avoir une proximité avec eux, de bien comprendre, les différentes contraintes de nos clients.
La première raison, il y avait une relation client, de bien être près de nos clients pour les accompagner. La deuxième chose, c'est qu'on vend des services qui sont là pour la durée complète des contrats de nos clients qui sont de entre 20 et 30 ans de production. Ça fait qu'on peut vendre nos services à la nouvelle construction, mais dès qu'il y a un pépin pour mettre la production en fonction, on a besoin de techniciens de service. Dans un projet d'envergure, quand on peut vendre un 5-6 000 heures sur un projet, le déplacement du Québec n'est pas un gros frein. Mais pour accompagner nos clients pendant le restant de leur mandat, d'avoir quelques techniciens qui sont sur place pour aller faire les interventions sur le champ, c'était incontournable pour nous. C'est ce qui explique le bureau d'Ottawa d'ailleurs, celui de Canada, celui de Calgary et bientôt celui de Chicago pour avoir une présence pan-canadienne et bientôt aux États-Unis. Excellent, excellent. Et merci pour ça, pour ce partage, Martin. Et puis, je rebondirai sur ça. Peut-être Julie ou Daniel, est-ce que vous recommandez justement une présence dans l'Ouest pour le développement des affaires ou est-ce que ça se fait bien justement à partir du Québec? Comment vous voyez les... C'est quand même, il y a quand même beaucoup de secteurs de marché, mais dans l'énergie, dans l'environnement, est-ce que vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Je peux peut-être commencer, Julie. Le bout, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir absolument un établissement en Alberta pour être capable de faire affaire là-bas nécessairement. C'est sûr qu'avoir une présence locale, ça aide, non seulement par rapport à la question qui avait été posée par rapport au New West Partnership, qui fait en sorte que s'il y a une présence physique, il y a des seuils qui peuvent, je veux dire, il y a une quantité de contrats qui peuvent être, qu'on peut aller chercher et qu'on n'aurait pas accès autrement. Mais il y a aussi la présence, puis Martin, si tu veux compléter sur cette portion-là, je t'en prie. Il y a aussi la portion des associations dont on a parlé un peu pendant la présentation de Julie, dans le sens que le cadre associatif dans le reste du Canada est assez particulier si on compare au schéma associatif qu'on a au Québec. On a un peu une particularité au Québec. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des gens d'Écotech qui sont en ligne. Si c'est le cas, bonjour. Il y a, dans les autres provinces ou même les associations dites nationales, il y a une énorme composante de lobbying. Et ça, l'appartenance à ces associations-là, parfois, on peut seulement y avoir accès si on a un pied à terre dans une province donnée. J'ai assisté à des rencontres d'une association ontarienne en environnement il y a quelques mois et j'ai vu des entreprises privées faire du lobbying direct à des fonctionnaires pour des questions réglementaires, ce que je ne pensais jamais voir de ma vie. J'ai vu le poids que ça pouvait avoir. Alors, la présence physique peut vous donner accès à des memberships de cette nature-là. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand on paye un membership à une association ou à n'importe quel groupe, ben, quand on leur pose des questions, ils se sentent pas mal obligés de répondre. Alors, si vous avez des besoins exprimés, ces associations-là peuvent vous aider. Puis pour le networking, ça aide aussi énormément. Martin, y a-t-il quelque chose que tu voudrais compléter par rapport à ta propre expérience? Non, en fait, je suis entièrement d'accord, Daniel. C'est vraiment du côté... j'ai pas eu, moi, à me buter pour être dans une telle association, d'avoir une présence au bureau, mais clairement, d'avoir un accompagnement avec les associations, d'avoir le bureau, de pouvoir avant la pandémie, de pouvoir aller prendre un lunch ensemble, puis d'aller bien profiter là, des différentes parties prenantes. Là, puis dans mon cas, assurément, la proximité avec les clients, de vivre ce qu'ils vivent à distance, ça se vit. On peut vendre des produits, on peut aller faire du démarchage, mais d'être présent, puis Fait que non, j'enchéris qu'est-ce que tu dis, puis c'est exactement ce qu'on a vécu, en fait. Oui. Merci Martin. Merci Daniel aussi. J'ai une question adressée à Martin. Est-ce que le fait d'opérer au Québec, par exemple, de devoir respecter les standards de qualité conformes au réseau de transport d'Hydro-Québec,
est-ce que c'est un plus dans le développement de vos affaires au Canada et aux États-Unis? En fait, dans d'autres mots, est-ce que le fait de faire partie d'un écosystème qui favorise l'électricité verte est un plus dans le développement des affaires à l'international? Oui, clairement. C'est une très, très bonne question. Mais clairement, on a la chance, des fois, comme fournisseur de services au privé, on dit quand on fait affaire avec Hydro-Québec, c'est pas toujours facile la documentation, les exigences, mais quand on va vers l'international et qu'on a cette expérience-là, clairement, dans mon expérience nord-américaine, pas juste pour l'Ouest canadien, quand on s'assoit avec des clients, d'avoir l'expérience avec Hydro-Québec. Puis d'ailleurs, petit partage par rapport à ça. Hydro-Québec a fait 2 projets d'énergie solaire raccordés à son réseau dernièrement, celui de la Citière sur la rive sud de Montréal, près de la Prairie, puis celui de l'IREC à Varennes. On a eu la chance de faire l'ensemble des systèmes de contrôle pour ces 2 projets-là. On n'en était pas notre premier projet. On a fait nos armes sur des projets en Alberta et en Ontario. Puis quand on est arrivé à celui-ci, là, on a dû travailler fort sur documenter, retester nos procédures. Fait que c'est pas que nos produits pour l'Ouest canadien n'étaient pas bons, n'étaient pas de qualité. C'est que les exigences québécoises en énergie renouvelable sont très élevées. Pour répondre à ta question, sans trop de détours, Pablo, oui, c'est très bien vu, surtout dans mon domaine, celui de l'énergie. Il y a des hauts standards québécois qui nous apportent à aller vers les marchés internationaux avec une bonne crédibilité. Oui, en effet. J'avais une question qui m'avait été posée il y a cette semaine, en fait, par un autre entrepreneur qui voulait savoir quel est l'état du marché de l'emploi dans l'Ouest. Donc ici, on vit au Québec une problématique de pénurie de l'emploi à peu près dans tous les secteurs. Julie, Daniel, comment vous voyez ça depuis vos provinces respectives? Daniel, je te laisse débuter. Oui. Bien, une des choses qu'on voit, c'est qu'il y a quand même eu un ralentissement de l'économie important depuis quelques années auquel Julie a fait référence un peu plus tôt. Puis, il y a certaines catégories de main-d'œuvre qui vont être amenées à être reformées. Il y en a certains qui sont des ingénieurs dans le secteur des hydrocarbures qui sont obligés de se recycler dans d'autres milieux. Le gouvernement albertain, par exemple, a mis en place des programmes de transition au niveau du savoir-faire de la main-d'œuvre. Est-ce que c'est parfait? Non, mais il y a un effort qui est fait parce qu'il y a une réalité de terrain qui est indéniable qu'il y a une certaine catégorie de gens qui sont formés pour des industries un peu plus traditionnelles puis qui sont appelés à travailler sur d'autres choses. Alors, selon les niches, la main-d'œuvre peut être un petit peu plus facile à trouver parce qu'il y a une expertise existante dans le secteur énergétique qui peut être utilisable dans d'autres niches. Mais il reste que ce soit en Colombie-Britannique, la pénurie de main-d'œuvre, elle est très existante. Puis, il y a du maraudage, les coûts salariaux et les coûts sociaux qui sont reliés aux embauches sont relativement élevés en Colombie-Britannique, on ne se le cachera pas. Alors, il y a des endroits où c'est un peu plus difficile que d'autres. Ceci dit, je sais que la majorité des entreprises québécoises, dans leur mode de fonctionnement, on a l'habitude au Québec d'offrir des bonnes conditions à nos employés. Le système québécois par rapport aux bénéfices aux employés ressemble quand même pas mal à ce qui est en place en Colombie-Britannique en grande proportion. Alors, ce n'est pas nécessairement une pratique ou un cadre qui est très, très différent de ce que l'on vit déjà au Québec. Alors, je sais qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs dans le monde ou qui viennent des États-Unis ou de certaines provinces où la réglementation est moins rigide. Ils arrivent en Colombie-Britannique et ils se grattent la tête parce qu'ils disent comme c'est vraiment plus compliqué que je pensais puis c'est beaucoup plus lourd comme bureaucratie.
mais on ne se le cache pas, la bureaucratie québécoise n'est pas nécessairement la plus légère non plus. Alors, quand les gens sont confrontés à la bureaucratie britanno-colombienne, ils ne tombent pas nécessairement en bas de leur chaise. Et la bureaucratie est quand même un peu moins lourde en Alberta ou en Saskatchewan, ça c'est clair. Si vous me permettez, pour rebondir sur ce que Daniel vient de dire, étant ici en Alberta et l'observation de terrain, ce que j'entends, beaucoup de personnes professionnelles du milieu des énergies travaillent à se reconvertir ou encore à étudier pour travailler dans la transition énergétique. Donc, il y a énormément avec les universités, les écoles d'enseignement également, beaucoup d'investissements. Et je dirais que Calgary, Edmonton, on a un pôle de talent extraordinaire. D'abord, on vient de partout dans le monde. Et je dirais que pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les filières de l'environnement et des énergies renouvelables, il y a vraiment une masse ici là, pour le recrutement. Alors, je dirais que c'est assez favorable en Alberta pour ça. Et puis, donc, je pense que les gouvernements mettent des efforts et donc, ça devrait se traduire. Et c'est quand même une belle qualité de vie ici aussi que nous avons à Calgary. Parfait. Merci, merci de cette perspective, de ce partage. Il est 1h32 ici à Montréal. Je pense qu'on a dépassé légèrement notre temps. Je vais vous remercier. En fait, merci beaucoup, Martin, d'avoir partagé votre expérience. C'était vraiment très enrichissant. Merci aussi à Julie pour votre travail et pour votre accompagnement à Calgary et Daniel aussi à Vancouver. Donc, merci à tous nos panélistes et je céderai la parole pour le mot de la fin à Alexia. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour ce partage très enrichissant et pour la prise de réponse de nos participants. Juste à titre informatif, il nous reste encore quelques minutes s'il y avait d'autres questions qui souhaitaient être posées. En attendant, chers conférenciers, merci encore une fois pour votre présence aujourd'hui, pour votre partage. Je suis certaine que vous avez apporté des outils fort pertinents pour nos participants présents ce midi. Puis, merci à tous encore une fois pour votre présence aujourd'hui. Permettez-moi de remercier une nouvelle fois nos partenaires qui ont rendu cet événement possible, en commençant par Investissement Québec International, ainsi que Développement économique Canada pour les régions du Québec, pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international. Je vous demanderai, en quittant, de bien vouloir remplir le sondage de satisfaction que vous allez recevoir. Ça nous aidera à mieux comprendre vos besoins et à nous améliorer pour les événements futurs. Merci à tous nos participants. J'espère vous revoir dans nos prochaines activités. Puis, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Au plaisir de vous revoir bientôt. Au revoir.